Ok, faut un gag pour l'intro, t'as une idée? Ben, le plus simple, c'est de faire une mise en scène par rapport à l'univers dont tu vas parler. On peut faire ça. Mood, Prisma Power, générique! Salut à tous, est-ce que vous connaissez Full Metal Alchemist? Le manga créé par Hiromu Arakawa en 2001, qui nous plonge dans un monde fantastique baignant dans l'alchimie. Mais l'intro n'a aucun rapport. On suit l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui se jettent à corps perdu dans la recherche de ces derniers justement. Et au-delà de cette aventure épique de shonen, se trouve une intrigue politique dans le pays fictif d'Amestris. Une région au passé sombre et au présent pas plus éclairé. Alors, nouvelle utilisation de ma catchphrase, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui vont mal se passer. Je te le fais pas dire, mais on va garder ça pour plus tard dans la vidéo si tu veux bien. Pour l'heure, chaussez vos plus belles bottes, parce qu'aujourd'hui, on va bouffer du kilomètre en parcourant le pays. On va commencer par une description générale de la région. Amestris est une république parlementaire, comme l'Allemagne, et elle est dirigée par un Führer, comme en Allemagne. On va avoir des problèmes. C'est pas ma faute, il sait son titre. Après, il faut plus vite prendre ça dans son sens premier, chef ou dirigeant, pas dans le sens... encore que, en fait. Ok, alors, afin d'éviter plus de problèmes, on va utiliser le terme japonais de Daisoto, ou encore mieux sa traduction un peu bancale de Généralissime. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Et mieux, j'ai donc parlé de parlement, mais ce dernier n'est qu'une façade dont l'utilité est tellement importante qu'ils n'apparaissent même pas dans l'intrigue. Qui est en partie politique, je le rappelle. Non, le leader, c'est le généralissime, et l'armée qui va avec. C'est eux qui prennent les décisions, les dirigeants des différentes régions sont nommés par l'armée, et c'est également elle qui fait office de gardien de la paix, notamment avec ses alchimistes d'État. Du coup, concrètement, le Parlement, il sert à quoi? À rien, je te dis. Il y a bien des élections pour élire les représentants, mais une fois que c'est fait, ils n'ont plus aucun pouvoir décisionnaire. L'armée, elle, se divise à peu près comme toutes les armées, avec ses grades, ses régiments et ses différents corps. Même si ces derniers se limitent à l'infanterie et à l'artillerie principalement. Le pays n'ayant ni aviation car pas encore inventé, ni marine car sans littoral. Et donc les alchimistes d'État que je viens de mentionner. Ces derniers ont un rang spécial dû à leur capacité d'alchimie justement. Et pour ce qui est de l'alchimie, je te laisse en parler. L'alchimie est une science occulte qui remonte à l'Antiquité, et un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, chez les Grecs dans l'Antiquité, en Chine ou même à Byzance. Byzance, oui, il y a du pognon. Enfin, je les connais pas, les mecs, moi. Le principe de cette science est la transmutation de matériaux, principalement les métaux, dont la fameuse pierre philosophale qui pourrait changer le plomb en or. Mais il y a aussi des recherches sur la vie éternelle par ce biais. L'un des alchimistes les plus connus est Nicolas Flamel, à qui on prête souvent la création de la dite pierre durant la Renaissance. Notamment avec son livre des figures hiéroglyphiques. Une œuvre qu'il n'a pas écrite. D'ailleurs, il n'a jamais fait d'alchimie, et la seule pierre philosophale qu'il ait trouvée, c'était d'épouser une veuve pétée de thunes. Les alchimistes d'État, c'est un peu la même chose, même si les éléments qu'ils peuvent transmuter sont plus variés. Le héros est surnommé Full Metal, mais on y trouve aussi des alchimistes de la flamme ou de la glace par exemple. Ils doivent répondre à 3 règles primordiales. La première, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. On a déjà fait le gag. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'en fiction, les règles vont toujours par 3. La première, c'est d'obéir aux ordres de l'armée. La seconde, c'est de ne pas créer d'or. Et la troisième, c'est de ne pas créer d'êtres humains. Ce qui, quand on connaît la fin de l'histoire, est assez paradoxal. Voilà, maintenant qu'on a une image globale, on va pouvoir s'attarder sur la géographie plus en détail. Le pays est divisé en 5 régions qui portent les superbes noms originaux de région du centre, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Alors ça pourrait sembler être simple, mais on n'est pas au bout de l'originalité. Les villes principales s'appellent Central City, North City, South City, West City et East City. Vous savez, c'est pas pour critiquer la science ou quoi, mais ce serait pas plus facile d'appeler ça le truc rose? Je sais que c'est parfois difficile de trouver des noms dans des univers fictifs, mais là il y a peut-être exagération. Vous imaginez si Tolkien avait fait pareil? Jeune Hobbit, tu vas devoir amener cet anneau de Elfeville à Béchamville, en passant par Namine et Hobville. Après, la ville principale des Hobbits s'appelle Hobbitbourg. Je me casse. Bon, on va quand même s'arrêter sur les différentes villes, région par région.
Et on va commencer par le centre, avec notamment Central City et que Central City. Enfin, il y a d'autres villes, mais elles sont juste mentionnées sur une carte. Il s'y passe peut-être des choses très intéressantes, mais autant dire qu'on n'en sait rien du tout. Central City, c'est là où se trouve le QG de l'armée, ainsi que le Parlement dont on a déjà parlé. C'est une mégalopole, sans doute la plus grosse ville du pays, qui offre un peu tout ce qu'on peut imaginer comme service. Sa position centrale, loin des frontières, lui offre aussi une certaine paix, même quand les voisins ont tendance à s'exciter. Par contre, en cas de guerre civile, ils sont un peu dans la merde. Oui, c'est vrai que la paix est toute relative dans ce cas-là. J'avais dit que le présent n'était pas des plus reluisants. On poursuit avec l'Est et tout naturellement East City, la ville militaire par excellence, dont l'armée est reconnue comme ayant la meilleure attaque. En se situant à l'Est, c'est aussi la ville qui a le plus souffert lors de la guerre civile d'Ishval. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez aller à ce timecode. Vous attendez juste que la vidéo se passe en fait. Dans les autres villes connues de la région, on peut notamment citer Réol, qui, pour une raison que j'ignore, est parfois nommé Lior dans certaines adaptations. C'est un lieu de croyance, assez éloigné de la capitale pour ne pas trop subir l'influence militaire. Ce qui fait qu'on est plus dans un état théocratique avant la chute de l'église de l'État. Autre lieu qui a un peu chuté, Rizembol, la ville rurale connue pour la laine de ses moutons, ce qui lui a valu une expansion phénoménale avant qu'un attentat ne réduise considérablement la taille de la ville. Elle a réussi à s'en relever, mais est restée depuis une petite ville campagnarde. Et enfin, on peut citer Uswell, la petite ville minière à la frontière. Pas beaucoup plus d'infos, c'était juste histoire de la citer. On poursuit avec le sud et la ville de South City, une ville que l'on voit très peu et pour laquelle on a peu d'informations. On sait juste que la base militaire en place a dû gérer une guerre avec son pays frontalier. Et c'est un centre touristique et culturel pour le pays. Encore que, quand on voit les tensions entre les peuples, je sais pas trop d'où viennent les touristes. Certains alchimistes viennent aussi y passer leur examen d'évaluation. Même si pour le coup c'est peut-être une destination parmi tant d'autres. Un peu plus au nord se trouve la ville de Dublis, qui elle attire les touristes pour son lac appelé Koroy, et au milieu duquel, je suis navré de le dire, on n'y trouve pas de Léviathan rouge, mais la petite île de Yok. Ouais, en fait non, c'est mieux quand ils inventent pas des noms. On y trouve quelques animaux sauvages, mais aucun n'est réellement dangereux. Et en dehors de ça, pas une seule habitation. Prochaine destination, toujours dans le sud, toujours plus au nord, Rush Valley. La ville qui a connu une expansion fulgurante ces dernières années, devenant le véritable centre national des automails. Un petit mot sur les automails? C'est des prothèses en métal. Merci. De rien. On y trouve des marchands et des fabricants de ces fameuses prothèses dans cette ville qui semble être un marché géant. D'ailleurs, tout le monde va essayer de vous refourguer son matos pour peu que vous en ayez besoin. En fait, même si vous en avez pas besoin. Un petit passage rapide par North City, la capitale du Nord, qui est une petite ville assez pittoresque, où il neige une majeure partie de l'année. Même si c'est le centre militaire de la région, c'est pas pour autant le lieu le plus important. C'est le plus souvent juste une étape avant le vrai centre militaire, la forteresse de Brix. Alors, la forteresse de Brix, c'est avant tout une chaîne de montagnes qui forme une défense naturelle au pays. Mais, au-delà d'un doute, il est quand même beaucoup question de guerre dans ce pays. Oui, mais il y a une raison pour ça, on y reviendra. Ces montagnes possèdent un seul et unique accès entre les deux pays. Un accès sur lequel a été créée la fameuse forteresse Brix. Un immense mur impossible à franchir, même avec une bombe, n'est-ce pas? Et hormis cette forteresse, on ne trouve pas beaucoup de vie humaine dans la région. Il y a bien une ancienne mine un peu à l'est, Baskoul, mais elle est abandonnée depuis des années. La cause, ce sont des vents froids et violents, ainsi qu'une faune composée de loups et d'ours. 2-3 mètres de haut, ce qui est plus grand que nos ours polaires, qui sont déjà les plus grands de notre monde. C'est quoi cette taille de polagriffe? Le bestiau, il te prend 2 ours et il les éclate entre eux. Cet environnement peu accueillant et la menace constante d'une attaque ont fait de l'armée en place la plus efficace quand il est question de défense. Parlons d'histoire à présent. Attends, t'as pas parlé de l'Ouest. Oui, c'est parce qu'on sait rien de l'Ouest ou de West City. Elle n'est pas vraiment visitée et les seules informations qu'on a sur eux, c'est qu'ils sont en guerre avec leurs voisins. Je peux? Ok, continue. Parlons d'histoire à présent. Amestris n'était pas le pays que l'on connaît aujourd'hui. C'était plus vite un ensemble de petites régions sans réelle organisation. Il aura fallu un homme, le sage de l'Est, qu'on appelle aussi père, et qui en réalité s'appelle le petit être dans la fiole. Je sens que ça va encore être facile de parler de ce personnage. Comme dit, il vient de l'Est, et, avec une petite troupe de fidèles à laquelle il a enseigné l'alchimie, il fonde le commandement de Central City. De là, il commence à constituer un gouvernement fantoche à sa solde, pendant qu'il se fait petit à petit oublier. Mais comment les gens qui l'ont suivi et à qui il a enseigné l'alchimie l'ont oublié? Eh ben... Oh, on s'en fout.
Quelques années plus tard, il attaque la ville de Rivière, une cité-état au nord de Central City, qu'il absorbe dans son nouveau pays et qui marque le début des guerres d'Amestris, qu'il continuera ensuite avec les villes de Cameron et de Wellesley. Et puis finalement, il ira attaquer les pays voisins afin de conquérir juste assez de terre pour former plus ou moins un cercle parfait, rien de plus. Et pourquoi il faisait ça? C'est compliqué. Toujours est-il qu'après plusieurs siècles, King Bradley est nommé généralissime. Oui, King, c'est son nom, c'est pas son titre. Je sais, ça peut prêter à confusion. Et oui, ce personnage a un énorme secret, mais on va garder ça pour une prochaine fois. Donc, lorsque Bradley monte au pouvoir, les affrontements s'accentuent encore, en provoquant même des guerres civiles, dont celle, et on y arrive maintenant, à Ishval. Et à tous ceux qui arrivent maintenant en ayant passé la moitié de la vidéo, on s'est bien marré et vous avez loupé pas mal de trucs. Il y a eu plusieurs petits affrontements entre la région d'Ishval et l'armée d'Amestris, mais depuis quelques années, il règne une paix relative entre les deux peuples. Il y a toujours des petites tensions culturelles ou religieuses, mais pas au point d'en venir à ces derniers. Jusqu'au jour où un soldat amestrien tire accidentellement sur un enfant ishvalien. J'ai glissé, chef. Oui, là aussi il y a un plot twist, mais chut on m'a dit. Les choses ont escaladé à partir de là, commençant par des émeutes qui ont mené à cette guerre civile de 7 ans. Les Amestriens étaient plus nombreux, mais en face, ils avaient un fort approvisionnement en munitions du pays voisin. Bref, au bout d'un moment, l'ordre 3066 fut déclaré, à savoir envoyer les alchimistes d'État régler définitivement le problème. Et par définitivement, je veux bien sûr parler d'un génocide en bonne et due forme. Ishval a été englobé dans le pays, et les survivants ont été dispersés dans la population. Et enfin, il reste deux conflits majeurs. Aréole d'abord contre l'église de Leto, et Abrix ensuite. Tu comptes expliquer pourquoi il faisait ça au bout d'un moment? Ok, mais rapidement alors. Le but de toute cette opération était de créer une pierre philosophale. Pour ce faire, on a besoin de sang, de beaucoup de sang, à des points stratégiques pour compléter le cercle de transmutation. Chacune de ces guerres ou conflits était donc un moyen de nourrir le cercle. Et ce cercle avait pour but de... Pas dans cette vidéo-ci, j'ai dit, elle est déjà assez longue comme ça. Mais je peux dire que tous ces événements ont mené à une ultime guerre civile, au sein même de la capitale, où des soldats, dont la garnison de Brix, s'en sont pris à l'armée, gardant le généralissime Bradley. Du coup, vu que c'est des militaires des deux côtés, c'est pas tant une guerre civile qu'une mutinerie. On va se quitter avec une petite partie sur les pays limitrophes. Et on est encore dans le pratique, puisqu'il y en a un à chaque point cardinal. Moi j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Et c'est à quoi se planter ça? De toute façon on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Et ce coup-ci, on va commencer par le sud avec la principauté d'Aerugo, dirigée par le prince Claudio Rico. C'était à la base un peuple pacifique qui comptait plus sur ses cultures et son commerce pour vivre sans penser un seul instant à faire la guerre. Du moins jusqu'à ce qu'Amestris se décide à leur piquer des villes. Et là où on pourrait s'attendre à ce qu'un peuple pacifique capitule sans la moindre résistance, c'est devenu leur plus féroce opposant, étant en guerre contre eux depuis des années. Et ça correspond à combien d'années? À 80 ans. On peut dire que de toute façon la guerre va en faveur d'Amestris, mais quand même. 80 ans de résistance, c'est pas rien. Et ils ne se sont pas contentés de faire ça, puisque c'est également eux qui donnaient des armes aux Ishvaliens durant la guerre civile. Ce qui me fait dire qu'ils ont une curieuse façon d'être pacifiques. À l'ouest se trouve Créta, une fédération de petites tribus unies sous un gouvernement fondé par Crétua, qui a depuis créé une dynastie héréditaire afin de mettre sa famille à la tête de l'État. Bon, ça a plus renforcé les tribus qu'autre chose, donc on va dire que ça a du bon. Et c'était pas une mince affaire, parce que les tribus avaient une tendance à se mettre dessus pour un oui pour un non. Et puis je vous rappelle qu'elles représentent respectivement deux peuples qui se foutent sur la gueule depuis 300 ans. D'ailleurs, le pays a dû développer des forces militaires non pas dans les tribus, mais à la frontière de celles-ci, pour éviter qu'elles se tapent dessus. Avant d'être attaqué par le pays voisin, bien évidemment. Depuis, il y a des escarmouches régulières entre les deux pays, séparés par quelques instants de paix éphémères. Si le conflit est pour le moment plutôt centré sur la ville amestrienne de Pendleton, c'est surtout la ville de Table City, en Créta, qui a le plus souffert, les habitants étant utilisés comme chair à canon par les uns, ou maltraités par les autres. Au nord se trouve Drachma qui, sortez le champagne, n'est pas en guerre contre Amestris, ou plutôt pas directement. En effet, depuis une quinzaine d'années, les deux pays ont conclu un pacte de non-agression, même s'ils passent leur temps à se menacer gentiment. Comme on l'a dit, au nord, c'est une immense chaîne de montagnes qui offre une protection naturelle au pays. Et le seul passage est assez résistant pour rendre vaine toute attaque, ce qui explique pourquoi une paix relative entre les deux peuples a lieu. Et enfin, à l'est, bon à l'est il n'y a pas de pays limitrophe parce que c'est un désert, mais après le désert se trouve l'un des pays les plus vastes du continent, Xing.
Une monarchie dirigée par un empereur et composée de 50 clans différents, avec une méthode toute particulière pour garder leur fidélité. C'est-à-dire, l'empereur prend la première fille du chef de clan, en fait sa concubine, l'engrosse et fait de 7 enfants l'héritier du clan. Ce qui est bien pour la fidélité, comme j'ai dit, les clans étant directement liés à l'empereur. Mais au-delà de la méthode très douteuse, ça fait aussi 50 héritiers pour le trône. Et il ne se prive pas pour s'entretuer afin d'être moins à se partager le gâteau. À croire qu'à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Merde, faudra un jour que je m'en débarrasse de celui-là. L'avantage de ce pays, c'est que, éloigné par un désert, il n'a que peu d'interactions avec Amestris, se contentant de quelques échanges commerciaux. Et le dernier pays? Quel dernier pays? Ben, celui qui a disparu. Le désert n'a pas toujours été un désert. À la base, c'était un pays également bien plus vieux qu'Amestris et qui a disparu bien avant, Xerxès. On y trouve encore des ruines et pas mal de légendes qui l'entourent, parce que, visiblement, quelque chose s'est mal passé. Oui, mais on va garder ça pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à très vite. C'était le Green Tweaker pour vous servir.